Nathan, si tu veux bien t'approcher de moi. Notre élève de Zola, Simon, je crois. Et ma visite s'inscrit non pas dans un programme, ni politique ni éducatif, s'inscrit tout simplement dans une volonté que je veux partager, qui est de mieux faire connaître l'Europe d'un point de vue presque de l'intérieur. Je trouvais utile de pouvoir vous transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, ce que je sais, vous qui allez être demain, après-demain, des citoyens et des acteurs de la vie publique française. Donc c'est pour répondre à toutes vos questions que j'ai souhaité aller directement vers vous. Et je crois que vos enseignants, je les en remercie, ont préparé avec vous un certain nombre de questionnements. Soyez les plus libres possibles. Donc, bonjour Monsieur le Président. Donc, quel intérêt y a-t-il à mener une construction européenne à plusieurs vitesses, par le domaine monétaire, l'espace Schengen ou une politique de défense qui n'est pas vraiment commune à toute l'Europe? Bon, on rentre dans le vif du sujet. Bon, ce n'était pas par la défense qu'elle s'est construite, c'est par le marché commun. Puis ensuite, l'Europe s'est élargie. Chaque fois qu'une dictature tombait, eh bien, le pays qui accédait à la liberté, à la démocratie, entrait également dans l'Union européenne. D'abord, il y a ce qu'on appelle la zone euro. 18 pays en font partie, pas tous, donc pas tous les pays européens sont dans la zone euro, à commencer par le Royaume-Uni. Et puis, il y a l'espace Schengen. Tous les pays européens ne sont pas membres de l'espace Schengen. Par exemple, la Bulgarie, la Roumanie ne sont pas membres de l'espace Schengen. Est-ce qu'on peut fonctionner à 28, bientôt à 27, avec d'ailleurs des perspectives d'élargissement, parce qu'il y a aussi des pays qui demandent à rentrer. Alors on imagine si l'Europe devient à 30, 32, 35 pays, et même déjà à 28, est-ce qu'on pourra assurer les priorités qui sont les nôtres, notamment pour l'écologie, pour l'industrie nouvelle, pour se protéger de puissances que l'on connaît et qui sont quand même économiquement et quelquefois militairement menaçantes? Est-ce que l'on pourra le faire, même l'Europe de la défense dont tu parlais? C'est pourquoi aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent, expérience faite, qu'il faut garder bien sûr cette Europe à 27, puisque le Royaume-Uni va partir, peut-être demain à davantage, mais qu'on doit, avec quelques pays, décider d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir. Bonjour Monsieur le Président. Après le rejet par référendum des électeurs français de 2 traités européens, comment rendre l'Union européenne plus démocratique? Alors, dans ta question, il y a le traité de 2005, c'est ça auquel tu fais référence, et qui a été rejeté par le peuple français. À ce moment-là, il y a eu une nouvelle négociation. C'était mon prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui l'a menée. Et ils ont fait à peu près le même traité, avec quelques dispositions en moins. Mais plutôt que de le repasser par le référendum, ça a été adopté par le Parlement. Et ça a été critiqué en disant comment se fait-il que lorsqu'un pays s'exprime par un référendum et donne une réponse, en l'occurrence le non, face à un traité pas très différent, on ne le reconsulte pas et on ne saisit pas le peuple de cette nouvelle question. L'Irlande avait plusieurs fois fait des référendums et chaque fois c'était la même réponse, c'était non. Et on demandait à l'Irlande de répéter autant de fois qu'il était nécessaire pour qu'enfin l'Irlande puisse dire oui. Puis finalement ils ont dit oui. Mais c'est ce qui explique qu'il y a une prise de distance des opinions publiques par rapport à l'Europe, parce que c'était l'idée que finalement on imposait une position plutôt qu'on la faisait partager par les peuples. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Tanguy Morel, élève du terminal S au lycée Saint-Martin, quartier Sainte-Geneviève. Monsieur, nous savons que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont toujours été tumultueuses. À la veille d'un hypothétique Brexit qui divise la Grande-Bretagne, quelles seraient les conséquences concrètes pour les autres États de l'Union, et cela ne marquerait-il pas un cran d'arrêt à l'idéal européen? En 2016, on pense que ça va se faire en quelques mois, le départ. Et 3 ans après, presque jour pour jour, nous en sommes là, et on a l'impression que le Royaume-Uni ne sait pas comment sortir. Je suis en Bretagne, la question de la pêche est déjà posée.
Aujourd'hui, les pêcheurs bretons, français, ils peuvent aller pêcher dans les eaux britanniques parce que ce sont les eaux que nous partageons. S'il y a le Brexit, eh bien, ça sera difficile ou impossible. Si le Royaume-Uni sort, il faut fixer des droits de douane entre le Royaume-Uni et le reste des pays européens. Donc ça coûtera plus cher pour les Britanniques d'importer des produits européens, et nous, ça nous coûtera plus cher d'importer des produits britanniques. Sauf que la Grande-Bretagne commerce beaucoup plus avec l'Europe que nous, Européens, nous commerçons avec le Royaume-Uni en masse. Il y a un problème qui n'avait pas été forcément identifié, qui est tout le problème qui fait qu'il y a le blocage. Mais si le Royaume-Uni sort, il faut rétablir une frontière entre les deux Irlandes. Et s'il y a une frontière, à ce moment-là, ça remet en cause tout le principe qui avait permis la paix. Et s'il n'y a pas de frontière, alors s'il n'y a pas de frontière, si les produits européens peuvent arriver en Irlande du Nord sans droit de douane, bah, ils iront au Royaume-Uni sans droit de douane. C'est ça donc on invente une solution transitoire, et c'est cette solution transitoire qui aujourd'hui ne passe pas devant la Chambre des communes. Et si le Royaume-Uni sort, le Royaume-Uni va être obligé de renégocier tous ses accords avec les autres pays. Alors c'est vrai que c'est douloureux pour le Royaume-Uni en ce moment, ce qui est vécu. Moins pour l'Europe, puisque l'Europe a été plutôt unie sur la négociation et sur les termes de cette négociation, même s'il y aura des conséquences, parce qu'il y aura une conséquence, c'est que Londres était une place financière qui, paradoxalement, le Royaume-Uni n'était pas dans la zone euro, mais la place financière de Londres jouait le rôle presque de place centrale pour les opérations financières. Donc si je voulais résumer, je pense que ça va être coûteux pour le Royaume-Uni, coûteux, on le voit économiquement, coûteux financièrement, coûteux politiquement. Ça va avoir des conséquences qui ne sont pas très heureuses pour le reste de l'Europe. Plus personne ne demande à sortir de l'Union européenne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, pas simplement la difficulté pour en sortir, mais le coût que cela peut représenter en termes notamment économiques. Bonjour Monsieur le Président. De plus en plus de personnes sont séduites par les partis d'extrême droite. Ces partis arrivent même au pouvoir en Italie ou en Hongrie. Que diriez-vous à un électeur qui s'apprête à voter pour ces partis en mai prochain ? Ici, je ne dirais rien pour ne pas compromettre les principes de neutralité. L'Académie pourrait m'en faire le reproche. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un mouvement nationaliste qui, peut-être, est une des conséquences de la mondialisation. Alors, face à cette mondialisation, la tentation, c'est effectivement une forme de protectionnisme et de nationalisme. C'est l'idée qu'on va se protéger, qu'on va revenir à des frontières, qu'on va ériger des murs par rapport à l'immigration. En Europe, ce mouvement existe aussi depuis quelquefois des années. La Hongrie, la Pologne, d'une certaine façon la Slovaquie, la République tchèque, tous ces pays qui, autrefois, dans le giron communiste, aspiraient à la liberté et ont eu la liberté, qui ont bénéficié beaucoup de leur intégration à l'Union européenne. Beaucoup de subventions sont allées directement vers ces pays-là. Eux considèrent qu'ils ont obtenu de l'Europe ce qu'ils voulaient et ne sont pas tentés d'aller beaucoup plus loin et sont hantés par la question de l'immigration. Le premier danger, c'est une guerre commerciale à l'échelle du monde qui est en train de se produire entre la Chine, les États-Unis. La Chine, maintenant, vous avez vu la visite du président Xi Jinping qui vient essayer de séduire les pays d'Europe de l'Est pour faire rentrer ses produits ou ses investissements. Les pays qui ont le plus accueilli de réfugiés et d'immigrés ces dernières années, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suède. Et donc ces pays ont fait l'effort pour, l'ensemble de l'Europe, d'accueillir ces réfugiés. Et les autres s'y refusent. Mais est-ce que l'on pourra garder ce même esprit européen s'il y a cette attitude différente entre les uns qui accueillent, les autres qui n'accueillent pas, alors même qu'on doit circuler librement au sein de l'Union européenne ? Enfin, ce que ces partis ou ces pays, puisque maintenant ces partis sont dans la direction d'un certain nombre de pays,
ne veulent plus, c'est une Europe qui puisse avancer sur le plan politique ou même sur le plan de sa défense. Eux, ils sont très satisfaits de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire finalement uniquement l'économie, uniquement la circulation des personnes et rien de plus. Et le risque, à un moment, c'est une forme de coupure, hein, de dislocation de l'Europe, non pas d'éclatement, mais d'empêchement, finalement, d'incapacité à faire avancer le projet européen. L'Europe, elle doit servir non pas simplement à unir les peuples sur le continent européen, mais aussi à porter des valeurs universelles, et notamment la démocratie. Et aujourd'hui, insensiblement, la démocratie recule partout dans le monde. Et donc ça va être la grande question qui va être posée dans les années qui viennent, à votre génération, c'est qu'est-ce que va devenir la démocratie ? Est-ce que la démocratie peut être renouvelée, peut être capable de convaincre encore les peuples, ou est-ce que les puissances les plus fortes, hein, Russie, Chine, États-Unis, finalement, ne raisonnent qu'en termes de puissance et plus en termes de droits, de liberté et de valeurs universelles. Monsieur le Président, alors ma question c'est sur le défi migratoire en Méditerranée et je voulais savoir quel regard portez-vous sur le plan Mare Nostrum. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer le plan Mare Nostrum ? Alors il a été établi en 2014 par les Italiens pour aider les migrants à intégrer l'Europe. Les Italiens et l'Europe aussi avaient fait en sorte de recueillir un certain nombre de migrants, de réfugiés, et de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Mais le flux a été tellement important. Aujourd'hui, le flux, si je puis dire, le mouvement est beaucoup plus faible, et il ne faut pas non plus penser que ça va durer, parce que s'il y a toujours des crises, il y aura forcément un moment ou un autre des mouvements de réfugiés. Mais pour l'instant, donc, le système est stabilisé, et on a moins de drames, et on est en train de réfléchir aux formes de l'accueil que ça pourrait éventuellement prendre. Et l'Italie, parce que tu as posé cette question sur l'Italie, dit « Moi, je ne veux plus être responsable de l'enregistrement des demandeurs d'asile. Ça, c'est l'accord de Dublin. Je veux que ce soit finalement partagé, parce qu'une fois que les personnes sont enregistrées, elles restent en Italie, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais le problème de l'Europe, et c'est là qu'on voit bien ces insuffisances, et moi, je les ai vécues de l'intérieur, c'est que quand il y a eu 2015-2016, ces colonnes de familles, de personnes qui venaient en Europe, la question s'est posée de leur répartition. Mme Merkel avait ouvert les portes de l'Allemagne parce qu'ils étaient massés là, en Autriche, en République tchèque, et elle a ouvert les portes. Mais elle a dit, mais c'est retourné vers les pays de l'Est qu'elle avait pourtant beaucoup aidés. Elle a dit, mais écoutez, partageons l'effort. Faisons en sorte que ces réfugiés puissent être accueillis dans tous les pays européens. Et ces pays-là ont dit, mais dans les traités, rien n'est prévu pour la répartition des réfugiés. Et certains ont même dit, on en prendra d'autant moins qu'ils sont musulmans. Les pays comme la France, l'Italie, vous avez été des pays coloniaux, vous traitez avec les pays africains. Donc vous voyez la dureté des échanges, hein. Et une forme d'égoïsme qui s'est emparée. Tout à l'heure, on parlait de l'extrémisme. L'extrémisme, c'est un égoïsme, d'abord. On ne pourra pas les régler à 27, parce que ces pays-là, de toute façon, refuseront. Quand la France intervenait au Mali, quand nous étions présents aussi en Irak, je disais à mes collègues, je leur disais, vous savez, ce qui se passe là, au Moyen-Orient, un jour, il y aura des conséquences sur l'Europe. Ils disaient, écoutez, c'est pas notre affaire, nous on est entre Européens, réglons les problèmes des Européens, on a déjà suffisamment à faire, la zone euro, etc. Puis qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le terrorisme, puis après on a eu les réfugiés qui fuyaient. De la même manière, si on ne soutient pas l'Afrique dans son développement, et même si les Africains font des efforts pour contrôler leurs frontières, il y aura toujours, et le réchauffement climatique accélérera ce processus. On aura toujours des mouvements de migration. Donc il faut que l'Europe se préoccupe de ce qui se passe à ses frontières, au-delà de ses frontières, pour éviter les drames que nous connaissons. Bonjour, Monsieur le Président. En tant qu'élève en section binationale Bachibac, nous avons l'occasion d'étudier l'Amérique latine. Et donc, je voulais savoir si le Mercosur
avait une importance aux yeux de l'Union européenne? Et pensez-vous que cette organisation comptera à l'avenir avec l'élection de M. Bolsonaro? Alors, est-ce que tu peux préciser pour tes camarades qui n'ont pas le niveau ce que c'est que le Mercosur? On va dire que c'est l'Union européenne, mais en Amérique latine. Quand l'Europe a montré son succès, car on critique parfois à juste raison, je l'ai fait, l'Europe, mais il faut aussi voir ce qu'elle a apporté. Hein, ce qu'elle a apporté, un certain nombre de pays se sont dit, mais nous, on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire, on va constituer une union douanière. Il y a une négociation qui est particulièrement ardue entre le Mercosur et l'Europe. Donc pour les latino-américains, c'était important de pouvoir vendre sur le plan agricole, ce qui d'ailleurs fait qu'il y a des résistances très fortes ici en France par rapport à l'accord avec le Mercosur. Bolsonaro, président nouveau du Brésil, est un nationaliste, qui est un protectionniste, très lié à Donald Trump. Est-ce qu'il va accepter que le Mercosur fonctionne sur les règles qu'on vient de rappeler? C'était pas sûr. Donc on voit bien qu'il y a un détricotage de tout ce qui était une forme d'organisation du commerce, l'organisation des échanges, aussi bien en Amérique latine, d'une certaine façon en Europe avec le départ du Royaume-Uni, de ce que fait Donald Trump avec la Chine, de ce que font aussi les Mexicains et les Canadiens. Ils n'ont pas eu le choix avec les Américains, parce que Donald Trump leur a aussi serré la vis de ce côté-là et relevé les droits de douane. Donc on voit bien qu'on est dans un moment, dans une tension du monde que votre génération va affronter, où il y a un repli sur chaque pays, une volonté de se protéger, une peur de l'autre, une peur du monde, avec les risques que l'on sait. C'est-à-dire qu'au départ, on se protège par rapport à ce qu'on croit être l'étranger, ce qu'on croit être les produits venant de l'extérieur. Puis à la fin, on se protège tellement qu'on se replie et qu'on devient nationaliste et quelquefois extrémiste. Sur l'environnement et l'Europe? Non? Allez, un peu de courage. Allez. La question, si tu... La France a organisé en 2015 la COP 21. L'écologie, c'est très important. Et, c'est vrai que t'as mis le maillot vert, toi. Il y a plusieurs semaines, les lycéens se sont mobilisés pour le climat. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous remercie. Cette question devait être posée, c'est pour ça que je la cherchais quand même. Bon. Il y avait eu un sommet à Copenhague en 2009 et ça avait échoué. À tel point que personne ne voulait plus organiser un sommet international sur la question du climat, de peur d'échouer de nouveau. Alors un jour, dans une réunion des ministres des Affaires étrangères, est posée la question: qui veut organiser un sommet pour le climat qui était prévu, la COP 21, en décembre 2015? Personne ne levait le doigt. C'est comme en classe, vous savez, il y a une question, on espère que quelqu'un va lever le doigt, mais personne ne levait le doigt. Alors finalement, on m'appelle, j'ai dit, mais la France va l'organiser. Puis patatras, Donald Trump quitte rompt l'accord sur le climat. On s'aperçoit que même les pays qui ont signé, et malgré tous leurs efforts, font que on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de limiter à 1 degré le réchauffement. Donc il faut en faire plus que ce qui est prévu dans l'accord. La force, c'est l'opinion publique. Après, il faut trouver des solutions. On s'est aperçu, vous avez vu, taxer l'essence, ça suscite quand même des réactions. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire aussi avec la justice sociale aussi, parce que c'est pas les plus modestes qui doivent faire l'effort principal. On devrait faire la même chose pour le climat. Finalement, des pays qui n'acceptent pas ou qui ne vont pas assez loin dans la réduction des émissions de CO2 ou dans la lutte contre le réchauffement doivent payer une amende parce qu'ils infligent finalement un coût aux autres et surtout une détérioration de notre qualité de vie. Donc voilà pourquoi l'Europe peut être utile de ce point de vue. Monsieur le Président, donc Thibaut Tréguier, également en classe de terminale S au lycée Saint-Martin, quartier Sainte-Geneviève. Donc pour la question libre, si vous deviez retenir une personne rencontrée, une joie, un moment douloureux, la décision la plus difficile, un soutien important ou encore un regret,
Et enfin, la plus grande fierté que vous pouvez retenir de votre quinquennat. Là, c'est une série. Hein. Donc on a toute la journée là. Il y a encore 2 questions libres. Non, mais on pourra en prendre plus. Mais je vais aller à l'essentiel. Celui qui m'est apparu le plus courageux, c'est Alexis Tsipras, le Premier ministre grec. Grâce à son courage, parce que je pense qu'il a été vraiment audacieux et courageux, tenace, la Grèce est sortie pour une part de ses difficultés. On ne peut pas toujours faire ce qu'on espère réaliser. Dans une Europe, il faut toujours chercher, par la négociation, à arriver à l'intérêt commun. Mais pour ça, il faut des femmes ou des hommes qui sont mus par un intérêt qui est plus grand que simplement l'intérêt de leur pays, qui est de savoir que l'Europe, c'est un ensemble. Et ce qui m'amène à parler de Angela Merkel, qui est une partenaire qui a été pour moi, en tout cas, une partenaire difficile, avec des objectifs toujours de rigueur, de sérieux, etc. On n'était pas de la même sensibilité politique, mais qui, à chaque fois qu'il y avait un sujet qui était important au plan européen, elle a été là. Et donc la France et l'Allemagne, c'est très important pour l'Union européenne. Si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, l'Europe, à ce moment-là, ne pourra pas avancer. Bonjour, Monsieur le Président. Quel regard portez-vous sur les Gilets jaunes ? Mais il y a des choses qui sont inexplicables, même quand elles sont bien fondées. Aller expliquer qu'on va faire payer une taxe dont le dernier utilisateur, finalement le consommateur, va être obligé d'en acquitter la plus grande part. J'allais dire pour tout président, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a une partie de la population, celle qui n'est pas forcément dans les grandes entreprises, tout ça a créé sur les ronds-points une forme de solidarité. Et des personnes qui vivaient peut-être en souffrance une situation personnelle ont compris que d'autres étaient finalement confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Le monde entier connaît les gilets jaunes. Et je reviens de Chine, là, on me dit, alors les gilets jaunes, ce qui en Chine peut paraître un peu curieux, mais les gilets jaunes, qu'est-ce qui se passe en France? Tellement ça a pris une tournure, si vous voulez, médiatique, mondiale. Ce qui est très important dans une démocratie, c'est d'avoir des représentants. Les gilets jaunes, un des problèmes qu'ils ont, et je pense pour ça que ce mouvement n'aura pas beaucoup de suite, c'est qu'ils n'ont pas voulu se donner une organisation, une représentation. Qui, dans une société démocratique, est qualifié pour être la représentation? Ce sont les syndicats. Bonjour, Monsieur le Président. La laïcité est-elle un concept trop français pour être compris en dehors de nos frontières? La laïcité, c'est au-delà du concept, ce sont des lois. L'Europe n'impose aucune règle de ce point de vue. La Cour européenne des droits de l'homme fait toujours une vérification entre ce qu'est la liberté individuelle, la liberté religieuse et les règles que l'on peut imposer. Dans un lycée, il ne peut pas y avoir de signes religieux, pas plus d'ailleurs que de signes politiques. On ne peut pas arriver avec son étiquette. Hein. En revanche, à l'université, parce que l'université, ce sont d'autres principes où on sait qu'on est des citoyens avec une liberté plus grande. Là, il est possible d'avoir des signes religieux. Bonjour Monsieur le Président. Votre successeur, le président Emmanuel Macron, a fait partie de votre gouvernement en tant que ministre de l'économie. Comment jugez-vous sa politique aujourd'hui et y retrouvez-vous une certaine continuité avec votre ligne politique? De président à président, il y a toujours une part de continuité, ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il y a des choses qui sont engagées, qu'on doit poursuivre. Moi-même, j'évoquais tout à l'heure, suite à la question sur les gilets jaunes, à propos des bonnets rouges, que j'avais repris aussi, ce qu'avait décidé mon prédécesseur, parce que c'était engagé, que je n'avais pas de raison de le mettre en cause. Tout successeur veut se distinguer de son prédécesseur. C'est bien légitime, hein, on veut faire différemment. Donc, on va dire qu'Emmanuel Macron fait à la fois différemment sur la méthode et différemment sur les choix politiques. Mais c'est la liberté et c'est la démocratie. Bonjour Monsieur le Président. Alors nous voulions vous poser la question suivante. Si vous aviez toujours eu pour ambition de devenir président de la République? Je voulais être député parce que pour moi c'était
une fonction de représentation qui correspondait vraiment à ce que j'avais comme vocation. Si ta question c'est est-ce que j'aurais souhaité me représenter, oui, mais je pensais que c'était pas forcément, dans le contexte de la fin de l'année 2016, opportun avec des risques d'extrême droite et de droite. Bon, l'ai-je regretté? C'est une autre question. Bonjour Monsieur le Président. J'avais une question. Est-il raisonnable de nouer des relations commerciales avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, donc comme la Chine? Mais ce qu'il faut faire, c'est chaque fois leur rappeler les règles de droits de l'homme. Et de faire en sorte que ça puisse être une pression qui puisse s'exercer sur ces pays. Il me dit, vous savez, quand vous avez 1,4 milliard d'habitants à diriger, un humain sur 5, vous êtes amené à faire des concessions et à penser que la démocratie, à ses yeux, ne pouvait pas être le système qui correspondait aujourd'hui au mode de développement de la Chine. Mais là où tu as raison, c'est qu'on a tous pensé que le développement du commerce, des échanges économiques, allait aboutir nécessairement à la démocratie. Que les habitants, à mesure qu'ils allaient accéder à un niveau d'information, d'éducation et aussi de relative prospérité économique, allaient avoir des exigences démocratiques. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. Et donc, il faut se battre pour la démocratie, pour expliquer que c'est pas simplement un système occidental, c'est pas simplement un système européen ou américain. C'est vraiment une conception de l'humanité. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la démocratie, ça n'est pas, c'est pas comme l'air qu'on respire, c'est pas naturel. Il faut se battre pour elle, pour la préserver, pour la défendre, pour la promouvoir, même si c'est plus compliqué de faire entendre quelquefois raison, de trouver des compromis. C'est quand même plus beau de vivre en démocratie que de vivre dans un pays qui ne l'est pas démocratique. Ben, merci beaucoup pour toutes vos questions, en essayant d'avoir répondu à toutes vos attentes.